Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est avec Morgan du projet donc Francios qui souhaite faire partie en fait des 21 on va dire super validateurs de iOS. Alors Morgan, est-ce que tu peux un petit peu nous présenter qu'est-ce que iOS? Donc on va dire qu'il va nous présenter un petit peu rapidement qu'est-ce que iOS, même si j'ai déjà fait, rappelez-vous, une vidéo de présentation. Mais on va surtout ensuite attaquer donc le système de gouvernance qui est un petit peu complexe, qui je pense n'est pas compris en fait de tous, ou peut-être mal compris. Donc on va un petit peu parler de ça et on va finir par parler aussi d'actualité. Donc il y a eu le swap, on est maintenant sur le mainnet de iOS, donc on va un petit peu en parler de comment ça s'est passé, de pourquoi il y a eu des problèmes, etc. Alors Morgan, est-ce que tu peux un petit peu nous présenter qu'est-ce que iOS? Alors, pour faire simple, EOS, c'est une plateforme d'application décentralisée à l'instar d'Ethereum, c'est-à-dire que c'est une plateforme qui permet aux développeurs de construire des applications décentralisées basées sur le protocole EOS et sur le token EOS, qui est donc, on va dire, à l'instar du gaz sur Ethereum, qui est un peu le fuel de cet écosystème. Finalement, c'est un token qui permet de financer l'achat de ressources informatiques nécessaires au fonctionnement de ces applications décentralisées. Okay. La particularité d'EOS, c'est que contrairement à de nombreuses blockchains ouvertes, le mécanisme de consensus qu'on appelle le Delegated Proof of Stake est un mécanisme qui va plutôt favoriser la scalabilité de la blockchain et au détriment peut-être de la décentralisation de cette dernière. Okay. C'est aussi pour ça qu'EOS fait couler beaucoup d'encre. Pour résumer simplement, voilà, c'est une plateforme d'application décentralisée basée sur le Delegated Proof of Stake. Okay. Donc très similaire, on va dire, à Ethereum, sauf que voilà, le but c'est qu'on sait qu'Ethereum a des problèmes de scalabilité, des problèmes de transactions par seconde, qui font qu'elle peut être ralentie parce qu'il y a une application qui justement attire trop, ou trop de personnes utilisent justement. Ils essayent aussi de l'améliorer, mais voilà, il y a des projets comme iOS qui sont arrivés justement pour, on va dire, prendre une grosse part du marché. Et voilà, c'est très similaire, on va dire, mais oui, voilà, il y a quelques... On va dire qu'au niveau de la décentralisation, voilà, ça parle toujours parce que là, il y aura 21 personnes, c'est ça, qui vont, voilà, on va dire, un petit peu prendre le contrôle. Alors disons que le pari de Dan Larimer, c'est vraiment de rendre la scalabilité en fait inhérente au protocole et c'est finalement de réduire le nombre de validateurs, de producteurs de blocs pour avoir une propagation très rapide de l'information. Okay. Sur EOS, on a un temps de bloc qui va d'une demi-seconde. Okay. Donc évidemment, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur que les blockchains ouvertes qui fonctionnent sur la preuve de travail. Okay. Et là, l'idée, c'est vraiment finalement d'avoir un nombre restreint d'acteurs, des délégués, et d'assurer la décentralisation par un mécanisme de gouvernance, parce que ces délégués ne sont pas non plus des gens qui tombent de nulle part. Ouais. Et finalement, c'est le détenteur du token qui décide de les élire. Et donc c'est un système en fait qui pourrait se rapprocher d'une sorte de démocratie liquide. Ouais. Où par contre le poids des votes serait pondéré, on va dire, par rapport aux avoirs que possède le votant. Donc c'est aussi un reproche qui est souvent fait, c'est que plus on est riche, plus on a de poids sur le vote. Après, je pense que c'est un problème qui est quand même assez compliqué à résoudre. On ne peut pas non plus donner des voix à ceux qui n'ont pas beaucoup de tokens et ceux qui en ont beaucoup, qui en ont... Enfin, à un moment, il faut quand même accepter, on va dire, certaines choses qui, ok, sont pas forcément les meilleures, mais voilà, il n'y a pas forcément le choix. Comme le fait aussi de vouloir un tout petit peu perdre ce côté décentralisé, même si au final, si on a une image un petit peu plus grande, on sait très bien que Ethereum et même Bitcoin n'est pas si décentralisé que ça. Si on regarde voilà, les poules de minage, effectivement, au final, voilà, les poules de minage, au final, est-ce qu'on a 21 poules de minage par exemple sur Bitcoin? Il y en a beaucoup moins. Au final, qui ont le contrôle, on va dire, sur le réseau. Vraiment une poignée, je pense qu'ils sont à peine 3 ou 4 au final à avoir une majorité. Sur Ether, on va dire que c'est plus ou moins pareil. Donc au final, voilà. Est-ce que c'est pas, on va dire, une solution justement qui permettrait de corriger ce que pour l'instant n'a pas réussi à corriger Bitcoin ou Ether? En tout cas, c'est une solution qui nous a séduit. C'est vrai que l'idée d'avoir finalement un nouveau modèle de gouvernance pour une blockchain où il y a cette, on va dire, cette primauté un peu de la couche sociale sur le code et sur les algorithmes, c'est vrai que c'est quand même un changement de paradigme dans l'univers des blockchains ouvertes. Il y a quelque chose aussi qui est assez compliqué avec l'Ether, c'est tout simplement que pour développer un smart contract, on est obligé tout simplement de le faire avec leur langage de programmation.
c'est pas encore possible de le faire, imaginons en C, en C Sharp, Voilà. en Java ou en autre. Alors il y a la langage de portabilité programmation. WebAssembly qui arrive là, mais Ouais. sinon ouais, c'est Solidity. Et sur iOS, donc ça se passe comment? Sur iOS, c'est du C en fait. Ok. Donc on va dire que l'idée c'est quand même un peu de peut-être plus démocratiser l'accès aux applications décentralisées, aux smart contracts, Ouais. en permettant finalement au commun des développeurs de développer des applications dessus, Ok. parce que bon, il y a quand même beaucoup plus de chances qu'un développeur d'application maîtrise C, C++ Ok. que Solidity. Oui, bah, effectivement, on va dire que le C, c'est vraiment le langage de base qui est vraiment appris, j'ai envie de dire, dès l'école. Bon, c'est un langage qui peut être assez vieux. Après le C, on a quand même eu le C++ qui est plus orienté objet. Maintenant, on part plus sur du C Sharp ou du Java. Mais en tout cas, voilà, c'est un langage que si on maîtrise, techniquement, on est censé pouvoir ensuite développer sur n'importe quel autre langage. Et c'est un langage, voilà, quasiment, j'ai envie de dire, le plus répandu. Très bien. Alors maintenant, est-ce qu'on peut un petit peu parler des choses qui fâchent un petit peu, Bien par sûr. exemple l'ICO. Voilà. Ah, L'ICO, elle a fait couler beaucoup d'encre. Une Oui. ICO qui a duré très longtemps, ils ont levé beaucoup d'argent. Est-ce que tu peux un petit peu en parler, justement, expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont fait l'ICO comme ça, pourquoi est-ce qu'ils ont levé autant d'argent et qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Alors, le modèle de l'ICO, c'est un modèle à rondes multiples, 350 rondes très exactement, de 23 heures. Bon, l'idée des 23 heures, en fait, c'est pour permettre à chaque personne, quel que soit le fuseau horaire dans lequel il se trouve, de participer à des heures ouvrables, on va dire, à l'ICO. C'est pas juste une petite, Oui. c'est pas pour vouloir être farfelu qu'il a fait ça, c'est vraiment pour permettre à tout le monde de pouvoir participer. L'idée des rondes multiples, en fait, c'est que ça va améliorer le mécanisme de découverte des prix, parce qu'il faut savoir que le token ERC20 EOS, donc, qui donnait droit au futur token sur une blockchain qui pourrait être déployée sur EOS, était instantanément échangeable sur les marchés secondaires. Donc on pouvait tout à fait acheter un token via l'ICO et à la fin de la ronde, on pouvait, si on avait envie, revendre sur une plateforme le token instantanément. Donc il y a une sorte d'arbitrage qui se crée entre le prix de l'ICO et le prix sur les marchés secondaires. Ouais. Et finalement, étant donné la durée quand même assez conséquente de cette ICO, on a vraiment un mécanisme de découverte des prix qui est très correct et qui va pas favoriser les gros investisseurs au détriment des petits. Parce qu'un truc typique, hein, je sais pas si certains se souviennent peut-être des ICO de BAT, de Basic Attention Token, qui s'éclot en 2 blocs, je crois. Hein, je me demande si c'était pas 2 blocs. Donc là, on n'a pas ce genre de problème où les grosses baleines arrivent et raflent on va dire toute la supply. Là, l'idée c'était 2 millions de RC20 émis par ronde de 23 heures et une redistribution de ces tokens au prorata des Ethers investis. Donc tout simplement, le jour où très peu de gens participent, finalement, on a un très bon prix pour ces tokens, et inversement, si le smart contract se remplit d'Ether, bon, évidemment souvent à la dernière minute, hein, là on avait un prix peut-être moins intéressant, mais au moins avec une période comme ça de 350 journées, enfin pas vraiment du coup 350 journées, 350 rondes, on a vraiment une distribution beaucoup plus équitable. Donc finalement l'idée à la base, je pense que c'est Angel Shares qui a dû inspirer Dan Larimer. Je crois que c'était une des premières ICO comme ça avec un modèle à rondes multiples, et il a repris en fait ce modèle en l'améliorant un peu, et l'idée c'est vraiment t'as quand même de favoriser le petit détenteur, et même si le résultat finalement n'est pas forcément à la hauteur de ce qui était prôné, c'est-à-dire que dans tous les cas, il y a des grosses baleines sur EOS. De toute façon, honnêtement, je vois pas comment est-ce qu'on pourrait limiter ça. Allez, on pourrait peut-être mettre des quotas, mais quand bien même, ce serait quand même compliqué de savoir que c'est lui qui a acheté, etc. Donc, arrivé à un moment, on fait ce qu'on peut, mais après, faut pas oublier quand même qu'on est dans un marché qui est pas vraiment régulé, où c'est assez compliqué de contrôler qui achète, même si bon, on est quand même plus ou moins aujourd'hui obligé avec le cas ici. Alors ça, c'est quelque chose qui a été justement, c'est vrai que c'est assez particulier, parce que EOS c'est la plus grosse ICO de l'histoire et il n'y avait aucun KYC, hein, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait participer à l'ICO avec une simple adresse Ethereum. Donc après là encore une fois, il va peut-être y avoir 2 camps qui vont s'affronter. Moi, je pars du principe que la crypto-monnaie, même la crypto-économie au sens large, n'a pas vocation à fonctionner selon les mêmes standards que les systèmes bancaires existants. Et je pense que l'anonymat est une caractéristique essentielle qu'il faut préserver pour à peu près toutes les blockchains ouvertes. Hein. Sans anonymat, pas de fongibilité, sans anonymat, pas de liberté.
Et donc, moi, très clairement, voilà, ce modèle ne m'a pas dérangé outre mesure. Après, par rapport aux sommes levées, c'est vrai que ça fait couler beaucoup d'encre parce qu'effectivement, Oui. donc, Block One, la société qui a propulsé EOS, a récolté quand même l'équivalent de 4 milliards en Ether. C'est vrai que c'est une somme c'est une somme colossale. Mais personne n'a mis un pistolet sur la tempe des investisseurs. Chacun était libre ou non de participer à l'ICO. Effectivement. C'est tout simplement, je pense, que le marché a valorisé l'expérience passée de Dan Larimer avec ses derniers projets, donc Unshares, ProtoShares, BitShares, Steemit. C'est quand même, on va dire, dans l'univers crypto-économique avec Vitalik Buterin, c'est un peu les deux figures de proue, les deux figures emblématiques qui occupent cet univers. Donc finalement, c'est assez logique que le marché valorise cette expérience, que le marché valorise également finalement ce tout nouveau modèle qu'il a proposé, qui a quand même déjà plus ou moins fait ses preuves avec Steemit, etc. Ouais. Le marché est libre, hein. C'est quand même le principe de la crypto-économie, c'est qu'on est dans un marché libre. Donc si Dan Larimer lève 4 milliards, c'est certainement pas des organismes, on va dire, il n'y a pas d'entité derrière qui a obligé les investisseurs à mettre leur argent, chacun est libre d'apporter ce qu'il veut, donc on peut juste dire que finalement ce projet a eu énormément de succès, et qu'il y a une communauté qui croit fermement et fortement en la proposition de valeur d'EOS. Ouais, effectivement, c'est sûr que, voilà, bon ok, il n'y avait aucune limite sur, quasiment aucune limite en tout cas sur leur levée, les gens ont investi, donc ça veut dire que d'une part ils leur font confiance. Donc effectivement, il est 4 milliards, on peut dire ce qu'on veut, voilà, ils ont levé les 4 milliards. Après, qu'est-ce qu'ils vont en faire avec maintenant? Ça va être là. Moi, de mon point de vue, je pense qu'ils vont vraiment injecter d'énormes quantités d'argent pour financer le développement en fait d'applications, pour rapidement rattraper, on va dire, Ethereum. Parce que justement, en fait, c'est plus facile de concurrencer Ethereum avec 4 milliards qu'avec 1 ou 2 millions. Effectivement. Après, voilà, ce qu'on dit toujours, c'est que trop d'argent, bah, ça peut aussi démotiver, ça peut démotiver, on va dire, les créateurs. Pourquoi s'embêter en fait de continuer alors qu'ils pourraient très bien, on va dire, se payer, on va dire, des vacances au soleil. Ça a été le cas, tout simplement. Ça a été le cas avec pas mal d'autres ICO qui ont levé des sommes folles et au final, bah, il n'y a toujours aucun projet. Et au final, parce que voilà, il y a trop d'argent, ça peut aussi être une démotivation. Très souvent, en fait, les meilleurs, on va dire, ROI sur les ICO, c'est pas celles qui ont levé des millions et des millions, voire des milliards, c'est quand même celles qui ont levé, même pas 1 million. Par exemple, si on prend l'exemple de Stratis, qui ont levé même pas 1 million, ils ont fait un ROI de plus de 50 000%. Voilà. Mais voilà, après, ça dépend si on se place évidemment du point de vue du trader. Ouais. Effectivement, ça va être sans doute moins attirant. Voilà, en fait, peut-être que le prix aujourd'hui du token est un prix beaucoup plus proche qu'il aura en fait dans le futur, et il sera peut-être pas amené à faire des %. Peut-être. C'était aussi peut-être le but de faire une SEO sur une période de temps aussi longue. Oui, c'est d'avoir effectivement, c'est d'avoir une découverte des prix plus équilibrée. Après, il y a aussi de l'inflation sur EOS, donc il y a combien alors c'est 5% d'inflation. Sur les 5%, il y a 1% qui revient à la production aux producteurs de blocs. Okay. Pas seulement aux 21 top producteurs de blocs, mais aussi, alors sur ces 1%, il y a 0,25%, enfin 25% des 1% qui revient au top 21 et 75% qui revient aux producteurs en stand-by. Okay. Et les 4% restants d'inflation financent l'écosystème. Et là, ça va être un budget un peu comme la gouvernance de Dash, où on va pouvoir voter en fait à quelles équipes on alloue ce budget. Ok. Ce qui est aussi très important à noter, c'est que sur EOS, donc il n'y a plus de frais de transaction. Non, les frais de transaction pour l'utilisateur sont gratuits. Il n'y a, pas de frais. Mais il me semble que ça nécessite quand même d'avoir un certain nombre d'EOS en notre possession. Alors, disons que le porteur de projet, celui qui crée une application décentralisée, va devoir financer en fait, il va acheter les ressources informatiques, notamment la mémoire vive, notamment la RAM, qui va consacrer, on va dire, à sa DApp, à son application décentralisée. Et il va falloir qu'il stack effectivement une certaine quantité d'EOS pour cela. Et il faut qu'il soit capable évidemment de couvrir les pics. Si par exemple il y a des pics de demande, etc., il faut qu'il ait suffisamment de fonds stackés pour couvrir ça. Et donc finalement, en fait, les frais, comme le faisait remarquer, c'est vrai, Vitalik Buterin, c'est un des reproches qu'il a adressé en premier à Dan Larimer, c'est que finalement l'inflation, c'est des frais déguisés. Mais ça permet quand même, voilà, pour l'utilisateur final, c'est quand même un super confort d'utilisation de pouvoir faire des transactions sans frais, de pouvoir accéder à
tout l'écosystème de services qui sera développé sur la plateforme sans avoir à payer un seul frais. C'est sûr que oui, et puis en plus là on a quand même pu voir que sur Ethereum, là les frais ont quand même bondi. Parce que voilà, ce qui se passe, c'est que quand le réseau est surchargé, eh bien, voilà, c'est un système de blocs. Si on veut être parmi, si on veut que notre transaction soit dans le prochain bloc, ben, il faut payer. Et bien évidemment, après c'est une mise aux enchères. Et pour être sûr, ben, il faut payer beaucoup plus. On a eu le même souci sur Bitcoin justement en 2017. Là, il y a eu un petit peu le même problème sur, bon, pas au même niveau, mais sur Ether aussi, où les frais ont quand même beaucoup augmenté. Et donc voilà, maintenant on se dit, est-ce que c'est pas justement des nouvelles blockchains, comme par exemple IOTA. Alors IOTA n'est pas une blockchain. C'est pas une blockchain, effectivement, au sens où il n'y a pas de bloc. Ouais, bah après on va dire, c'est pour ça qu'ils appellent ça. J'aime pas trop cette expression. Ouais, mais on va dire les IOTA, EOS et ils appellent ça ou même Neo blockchain de troisième génération. C'est un sein propre comme terme. Mais l'idée, c'est qu'on a, on va dire, une scalabilité qui est inhérente au protocole par conception et on va pas être parce que sur Ethereum et Bitcoin, c'est vrai que finalement on essaye d'améliorer ce problème de scalabilité en passant par des solutions de couches secondaires. Ici, on a vraiment directement intégré au protocole un modèle qui permet, théoriquement, on est toujours dans la théorie, encore plus pour IOTA que pour EOS, je pense, d'avoir jusqu'à 1 million de transactions par seconde, etc. Après, par contre, EOS, là, on a vraiment des blocs pour le coup. C'est vrai que IOTA, voilà, le graphe orientation cyclique, ça là, c'est vrai que là, on sort des blocs. Là, on sort vraiment de ce paradigme. C'est vrai que c'est un abus de langage, mais tout comme Ripple. Ripple, au final, il n'y a pas du tout en fait de blocs. Tout à fait, oui. Pourtant, pour les gens, en tout cas, ça reste une blockchain. Voilà. Bon, mais très bien. C'est assez clair. Ça, c'est clair pour IOS. Est-ce qu'on peut maintenant attaquer un petit peu plus le système de gouvernance? Donc, il y a 21 personnes qui vont un petit peu, on va dire, se partager la part du gâteau, surtout au niveau en fait des frais qui vont ensuite récupérer et qui vont après redistribuer à ceux qui les ont élus. Du moins, c'est pas obligatoire, mais en tout cas, je pense que c'est ce qu'ils vont. C'est formellement interdit. Ouais, d'accord. C'est formellement interdit. Alors, donc, pour revenir aussi, alors déjà, EOS finalement, la gouvernance, avant tout, qu'est-ce que c'est? Il y a une constitution, comme dans n'importe quelle finalement société humaine, on a une constitution qui va définir des principes qui vont être communs à tous les membres de cette communauté. Ouais. L'idée vraiment il faut savoir que Dan Larimer, c'est quand même, pour ceux qui peut-être ont déjà lu ses écrits, c'est quelqu'un qui est vraiment des premiers crypto-anarchistes connus, et c'est quelqu'un qui est en faveur du marché libre. Nous, ce qui nous séduit finalement quand même dans la constitution EOS, c'est qu'on a les valeurs fondamentales d'une société basée sur le libre consentement, et on va avoir notamment la défense de la propriété privée, donc le droit à la propriété privée, le droit le droit à la libre entreprise et le droit de contracter sur le libre consentement. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle les contrats ricardiens, qui vont être finalement des contrats qui vont être exécutés par le code informatique, mais formalisés par le consensus social. Et finalement, c'est vraiment les fondements d'EOS reposent sur cette idée de marché libre et sur cette idée de droit à la propriété privée. Comment, du coup, finalement, on fait respecter cette constitution? Donc, évidemment, chaque producteur de blocs s'engage à la respecter. Et ce sont les détenteurs du token, donc la communauté dans son ensemble, qui vont élire ces producteurs de blocs. N'importe qui peut être candidat. Donc, je crois qu'à l'heure actuelle, les candidats, il y en a plusieurs centaines, il y a quelques candidats fantômes, etc. C'est quand même assez difficile de déterminer le nombre exact. Pour être en fait, il y a deux types de producteurs de blocs. Il y a les producteurs de blocs actifs, donc les 21 producteurs de blocs qui ont reçu le plus de votes de la part de la communauté. Et après, on a des producteurs de blocs en stand-by. Et pour être producteur de blocs en stand-by, il faut avoir suffisamment de votes pour pouvoir générer plus de 100 EOS par jour. Donc au départ, il y avait une règle qui était fixée, c'était un peu à la BitShares avec 121 délégués, donc 21 top producteurs de blocs, on va dire super producteurs, et une centaine en liste de stand-by. Finalement, il y a eu cette règle des 100 EOS qui restera un peu le nombre de délégués. Je pense que du coup, pour être entre guillemets rémunéré pour ce rôle par le protocole, il faut être dans les 60 premiers producteurs de blocs. Il faut avoir au moins 0,49% des votes, sachant qu'un token donne accès à 30 votes, il faut quand même bien préciser ça. C'est que chaque détenteur de token peut allouer 30 votes, peut voter jusqu'à 30 producteurs de blocs différents, pour la confusion. Donc les 21 délégués qui ont reçu le plus de votes ont le droit d'inscrire des blocs dans la chaîne, et par contre peuvent être sanctionnés immédiatement par les gens qui les ont élus si ils ont un comportement qui déplaît à leurs électeurs.
Pour revenir par contre à ce que tu disais sur le, donc il n'est pas possible d'acheter des votes en théorie, enfin c'est formellement interdit dans la Constitution. Tous les producteurs de blocs se sont engagés à respecter ça et donc à ne pas acheter les votes, donc à ne pas redistribuer une partie des récompenses qu'alloue le protocole à leurs électeurs. Dans la pratique, espérons que ça sera respecté, espérons qu'il n'y a pas déjà des tricheurs. C'est possible, hein, il y a peut-être déjà des gens qui trichent. C'est quand même assez difficile de se placer de se mettre dans cette position parce que finalement, la communauté peut vraiment nous éliminer, quoi. On peut vraiment ne plus être un producteur du jour au lendemain parce que voilà, il y a des mauvaises actions ou parce qu'on n'a plus suffisamment fait de voix. Voilà, à part en cas de concentration vraiment excessive des votes, c'est vrai qu'il y a un producteur de blocs qui a fait couler pas mal d'encre, c'est ZBIOS qui est je crois asiatique, alors je pense c'est un producteur de blocs chinois et qui est supporté par un seul détenteur de tokens, quoi. C'est une grosse baleine. Mais qui en a beaucoup, Donc effectivement là c'est des gens qui vont être plus difficiles à faire bouger en cas de mauvais comportement. Donc on a voilà, les producteurs de blocs sont vraiment les garants finalement de la bonne exécution des smart contracts, des applications décentralisées, etc. Et il y a un autre organe de gouvernance qui s'appelle l'ECAF pour EOS Core Arbitration Forum, qui est composé en fait d'arbitres indépendants et qui vont être chargés de gérer les litiges entre différentes parties sur EOS, entre différents membres, de gérer les litiges et les conflits. Et une fois ces conflits administrés, de donner aux producteurs de blocs une marche à suivre pour les résoudre. Et donc effectivement, les producteurs de blocs ont des droits que le mineur, par exemple, n'a pas directement dans le cas d'une blockchain type Bitcoin. Même si, alors ça c'est souvent un reproche qui est fait à EOS, donc on dit oui, le producteur de blocs a le pouvoir de censurer des transactions, de geler des comptes, etc. Il faut savoir qu'un mineur n'est pas obligé de prendre les transactions dans le même pool, il peut choisir les transactions qu'il veut. Hein. Il faut quand même garder ça à l'esprit, hein, que ce soit sur Bitcoin. Oui, bien sûr, un mineur pourrait même ne prendre rien, de faire des blocs vides. Tout à fait, on peut miner des blocs vides, même si l'incitation financièrement ça sert à rien, mais voilà, en tout cas c'est sûr qu'il pourrait le faire. Et donc en gros, on a vraiment ce triptyque entre la communauté EOS d'un côté, les détenteurs de tokens, qui élisent les producteurs de blocs, et cet organe d'arbitrage indépendant qui est chargé de réguler finalement les litiges qui pourraient survenir entre membres de la communauté, et finalement qui est chargé de veiller à la bonne exécution des contrats ricardiens exécutés sur la blockchain EOS. En tout cas, ça c'est très intéressant parce que je pense que dans la tête de beaucoup de personnes, justement, quand il y a marqué Proof of Stake, ça veut dire qu'ils peuvent récupérer une sorte de rémunération parce que voilà, ils ont acheté des jetons. Voilà, c'est pas du tout pareil. Alors que là, c'est pas du tout le cas. C'est le delegated proof of stake, donc là, voilà, vraiment, on n'est pas dans ce modèle-là. Donc là, en fait, on délègue tout simplement ses parts, mais nous, on ne récupérera rien en contrepartie. Tout à fait. Ce qui peut quand même, effectivement, être posé un inconvénient, c'est vrai que finalement, le token holder n'a pas d'incitation économique directe à, entre guillemets, bien voter. L'incitation qu'il a, elle est plus sur long terme, c'est-à-dire il va voter pour quelqu'un qui va défendre ses intérêts, qui a une infrastructure robuste, qui a une volonté de résistance à la censure, qui va pas forcément, par exemple, plier dès qu'un gouvernement lui intime l'ordre de geler tel ou tel compte, etc. Finalement, il va voter pour un producteur de blocs qui va donner de la valeur ajoutée à l'écosystème de part qui ensuite va faire augmenter mathématiquement le prix du token. Forcément, pour qu'un objet de la valeur, il faut qu'il soit rare et utile. Les objets numériques n'échappent pas à cette règle. Et donc finalement, l'incitation économique, elle est plutôt sur le long terme que sur une rémunération directe en token, comme c'est le cas dans les proof of stake purs. Bien sûr, ok. Très clair. Très clair. Ok. Maintenant, est-ce qu'on pourrait un petit peu plus parler, on va dire, de l'actualité? Donc justement, il y a eu le mainnet, il y a quelques semaines. Beaucoup de personnes, comme d'habitude, s'enflamment, qui étaient là à dire qu'attention, il y aura le mainnet, le prix va exploser. Il y avait aussi beaucoup de personnes qui ont dit que plein de EOS n'avaient pas été convertis. Il y a eu des EOS perdus, effectivement. Alors, il faut savoir quand même qu'il y avait une procédure. C'est d'ailleurs, si vous êtes dans cette configuration, si vous n'avez pas fait le snapshot, participé au snapshot à temps, pas enregistré vos tokens, il y a une procédure en fait qui permet de les récupérer dans la mesure où l'adresse Ethereum qui contenait les tokens ERC20 a émis au moins une transaction sortante. Ok, d'accord. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, on peut encore le faire. Voilà, tout à fait. Ok, sinon c'est mort. Sinon c'est mort. Bon, après, il fallait être focus. Il fallait depuis le temps qu'on rabâchait, après arrive un moment, ça arrive et puis voilà.
Ok, donc maintenant qu'on est sur Mainnet, voilà, qu'est-ce qui se passe? Quelle est un petit peu, on va dire, la roadmap de EOS? Alors finalement, EOS, quoi qu'on en dise, est assez décentralisé. Il y a énormément on va dire, de petites communautés locales qui ont plein de propositions par rapport aux premières applications décentralisées qui vont être, on va dire, qui vont être propulsées sur cette plateforme. Ouais. Pour l'instant, là, on en est vraiment encore à la mise en place d'une infrastructure robuste qui tourne. Je pense qu'il y a même beaucoup de développeurs qui n'ont pas encore compris toutes les subtilités on va dire, du protocole, parce que c'est quand même un objet assez complexe à appréhender, EOS. Là, pour l'instant, on est vraiment dans la mise en place des outils qui vont être nécessaires au maintien de l'infrastructure et de l'écosystème dans son ensemble. Donc, on a déjà des wallets qui sont sortis quand même. On a Grimace qui a sorti un super outil. On a Tokenica. Là, c'est vrai que pour l'instant, les producteurs de blocs sont peut-être plus concentrés sur les outils de vote, les proxies, les wallets, etc., que vraiment sur le déploiement d'applications décentralisées en tant que telles, même si on a Evripedia qui fonctionne déjà très bien. Après, j'imagine que tous ceux qui sont un peu intéressés à EOS ont dû jouer aux Space Invaders de EOS Authority, qui montre quand même que c'est un avantage d'avoir un temps de confirmation de bloc très faible. Nous, très clairement, dans les applications décentralisées, pour l'instant, le focus est effectivement mis sur tous les outils de monitoring, de suivi et de monitoring de la blockchain avant de déployer des applications au sens large. Alors évidemment, on a plein de petites idées derrière la tête. Mais déjà, le but est d'avoir quand même un mainnet qui est vraiment solide, qui est stable et user-friendly aussi. Donc justement, donc il y a 21 producteurs de blocs, ça vient juste d'être lancé, donc je suppose que ça va être un petit peu la guéguerre, on va dire, entre eux pour prendre justement tout de suite l'avantage par rapport aux autres, dont notamment Francios. Justement, en fait, toi aussi, tu souhaites et tu essaies justement de faire partie de ces 21 producteurs de blocs. Voilà, tout à fait. Nous, le constat qu'on a fait, c'est que finalement, il n'y avait pas d'acteur français dans cet écosystème EOS qui donc, nous a quand même séduit. On a une équipe de 8 personnes, donc je vais quand même parler de mes amis en premier. Le Journal du Coin, premier média, on va dire, francophone consacré aux crypto-monnaies au sens large. ADAP, une société spécialisée dans le déploiement et le maintien de nœuds blockchain depuis plusieurs années, avec un CTO qui a bossé pour OVH, donc il connaît très bien toutes les problématiques qu'on peut avoir au niveau des serveurs. Et BitConseil, donc médias, conseils et formation. Nous, on est vraiment dans l'écosystème dans la crypto-économie depuis plusieurs années. Et on a toujours eu pour but de démocratiser ces systèmes d'échange de valeurs décentralisés, de les rendre accessibles au grand public, de les rendre intelligibles, parce qu'on est vraiment sur quand même des protocoles qui sont assez complexes. Donc l'idée est venue de là, et il faut savoir que c'est quand même un défi, parce qu'effectivement, là, si vous regardez la liste des producteurs de blocs, la guerre pour le top 21 est quand même assez difficile. On a par exemple, EOS New York qui est backé par 70 millions d'EOS à peu près. Donc, il y a quand même des grosses baleines, on va dire, qui vont voter pour les top producteurs de blocs. Il n'y a pas que des plateformes de change, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est pas uniquement Bitfinex, Huobi, OKCoin, etc., Bitmain maintenant qui s'y met. C'est pas uniquement des plateformes de change qui sont dans le top 21, mais aussi des acteurs indépendants, un peu, voilà, l'image de Francios. Notre proposition de valeur, c'est sûr avant tout destinée au monde francophone. Donc, pour évidemment la communauté francophone qui s'intéresse à EOS, c'est très intéressant d'avoir un producteur de blocs francophone, notamment par exemple pour les développeurs qui veulent utiliser notre API, etc., ou qui ont besoin d'un support communautaire, etc. C'est toujours mieux d'avoir quelqu'un qui est en France. Après, le défi est de taille, parce que nous, on n'est pas non plus des milliardaires en EOS, on n'est pas des énormes baleines, donc on en appelle avant tout à la communauté pour voter pour nous. Et l'idée, c'est d'arriver à proposer une infrastructure qui soit solide, scalable et qui permette de maintenir cette blockchain de la manière la plus décentralisée possible. Parce qu'évidemment, on est à fond pour la résistance à la censure et pour la décentralisation la plus totale. Donc ça nous paraît important de représenter la France dans cette liste, et puis c'est aussi une aventure assez passionnante, c'est-à-dire que alors on peut penser qu'on fait ça uniquement pour le profit, mais il faut savoir que sur EOS il y a quand même une règle qui est la transparence. Donc les budgets, pour l'instant on a quand même alloué des budgets forcément à cette infrastructure sans avoir de retour de la part du protocole, etc. Et à terme, je veux dire, l'argent est réinvesti, c'est-à-dire que c'est quand même un écosystème qui doit vivre.
Et c'est pas pour l'enrichissement personnel qu'on a décidé de se lancer dans cette aventure, évidemment. Justement, s'il y a justement cette transparence et qu'on sait que demain on peut se faire éjecter, ça va aussi être obligé, on va dire, justement ces 21 à être assez transparents sur leurs actions et là où est-ce qu'ils vont réinjecter l'argent. Et c'est vrai que les sites d'échange, ils vont aussi peut-être utiliser l'énorme quantité qu'ils ont de tokens. Il ne faut pas oublier que les sites d'échange sont ceux qui détiennent le plus, j'ai envie de dire, de crypto, que ce soit Bitcoin, Ether, ceux qui ont les plus gros porte-monnaies. Donc il est évident que s'il y a un moyen de te les faire fructifier, ils vont aussi en profiter. Après voilà, bien entendu, il ne faut pas que ça pose aussi d'autres problèmes sur la centralisation, etc. Alors c'est évidemment la crainte un peu de tous, c'est la plutocratie, c'est qu'on se retrouve avec 21 producteurs de blocs indétrônables qui soient finalement uniquement supportés par quelques gros porteurs, par quelques grosses baleines, et que finalement ce système soit ultra élitiste et que personne ne puisse arriver à cette position. Alors nous, on va pas, je parle au nom de l'équipe, on va pas vous cacher que c'est un défi super difficile. Pour l'instant on est 143e. Donc je crois qu'on est monté 81e dans le classement, on va dire au top de notre forme. Après, on a pris une prise de position qui était peut-être controversée, qui a peut-être déplu à certaines personnes qui votaient pour nous lors de l'histoire du gel des 7 comptes. Donc, on pourra revenir dessus à la limite si tu veux. Mais là, c'est vrai qu'on est vraiment finalement des petits poissons dans l'écosystème. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même donc deux types de, comme je le disais précédemment, il y a deux types de producteurs de blocs. Il y a on va dire les 21 top producteurs et il y a quand même ceux qui sont en stand-by parce qu'évidemment un nœud producteur des 21 peut tout à fait être hors ligne, peut avoir un défaut technique, etc. Il faut bien des gens pour le remplacer. Et les nœuds en stand-by sont aussi récompensés. Sont aussi récompensés au prorata. Au prorata des tokens qu'on a stakés pour eux. Mais l'idée, c'est vraiment de toute façon d'aller le plus loin possible et de découvrir l'écosystème. Nous, on a toujours mis les mains dans le cambouis. Je veux dire, on a miné sur Bitcoin, on a miné sur des cryptos, je pense, dont personne peut-être ne se connaît. On a été sur Ethereum. Enfin, on participe à la crypto-économie depuis le début. Le but, c'est pas juste d'être spectateur, c'est aussi d'être acteur, c'est de mettre les mains dans le cambouis, c'est de comprendre comment ça fonctionne, de donner des ressources à la communauté francophone, c'est de permettre aux gens de s'approprier ces nouveaux systèmes. Et c'est avant tout ça qui nous guide, c'est la passion, très clairement, c'est très clairement la passion. Ok, donc bon, mais très clair. Et justement, donc rapidement pour un petit peu expliquer cette histoire de compte gelé, parce que je pense que c'est pareil en fait, beaucoup de personnes ont dû le voir et ils ont dû se dire c'est quoi ça, pourquoi est-ce qu'ils ont gelé en fait des comptes, voilà. L'histoire en fait est relativement simple. Il y a eu du phishing, donc des vilains scammers qui ont réussi à subtiliser les clés privées de certains membres des HOS inattentifs, parce qu'il faut toujours vérifier, n'oubliez jamais de vérifier dans votre navigateur, quel que soit le service crypto que vous utilisez, vérifiez toujours que vous êtes à la bonne adresse, que le certificat est valide. N'entrez pas vos clés privées sur internet. Voilà, il y a quand même des règles de base à suivre. Bon, toujours est-il qu'effectivement certains utilisateurs se sont fait flouer et l'idée c'était d'utiliser finalement les super pouvoirs qu'ont ces producteurs de blocs, notamment celui de geler des comptes, pour empêcher les hackers d'accéder aux fonds dérobés. Alors les fonds dérobés n'étaient pas non plus c'était pas des sommes folles. On sait que par exemple sur Ethereum, quand il y a eu le hack de Parity, la communauté Ethereum dans son ensemble était fermement opposée à ce que notre cher ami Guy Linwood récupère les fonds par exemple pour Polkadot, etc. Je crois qu'on était à 1 demi-million d'Ether scammés quand même. Et la communauté a placé le code ISLO au-dessus de tout. Et donc code ISLO, si vous n'êtes pas attentif, si vous ne savez pas coder, si vous codez avec les pieds, c'est tant pis pour vous, vous l'avez dans l'os. Sur EOS, c'est un peu différent, il y a cette espèce d'équilibre entre code ISLO et consensus social. Donc on a effectivement cette espèce de couche sociale interventionniste qui permet de débloquer certaines situations. Alors là, ce qui a fait quelque part un peu scandale, c'est que normalement, c'est l'ICAF, donc ce fameux forum d'arbitrage, qui est censé d'abord vérifier on va dire les plaintes reçues et donner la procédure aux producteurs de blocs.
Là, les producteurs de blocs, comme c'était le tout début, Ils l'ont fait ça. ils ont fait ça. Et puis c'est surtout que il y a une vesting period sur les tokens, et là, elle arrivait à sa fin, donc les hackers allaient retrouver les fonds si rien n'était fait. Ouais, Donc d'accord. je pense que vraiment, c'est une décision quand même prise de bonne foi. Après, effectivement, c'est discutable. Est-ce que, par exemple, c'était pas non plus quelque chose une menace ou un risque systémique pour l'écosystème EOS, hein, c'était juste quelques utilisateurs qui s'étaient fait voler. Est-ce que ça nécessitait une intervention? Ouais, bien sûr. Voilà, ça soulève ce genre de questions. Ouais. À partir de quand on a besoin d'intervenir sur la blockchain. Ok. Mais pour nous, en tout cas donc pour l'équipe FranceEOS, très clairement, c'est quand même plus intéressant de se débarrasser d'éléments néfastes à l'écosystème que de les laisser en fait tout simplement, on va dire, s'amuser avec les tokens alors qu'on a la possibilité de les empêcher de nuire. Ouais, c'est vrai que maintenant, en fait, dans la plupart des piratages qu'il peut y avoir, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, mais les sites d'échange, en général, ils communiquent quand même bien entre eux, justement, pour bloquer tout ça. Donc, tout est traçable. Donc, ça veut dire qu'en gros, le seul moyen pour eux, ensuite, de réussir à échanger, ça va être, et en passant sous le radar, ça va être de passer par des sites d'échange. Mais justement, en fait, ce qui se passe, c'est que très souvent, ils vont flaguer les porte-monnaies et ils vont être automatiquement bloqués sur les sites d'échange. Même les sites d'échange vont carrément bloquer de manière temporaire les retraits et les entrées des tokens en question pour justement pouvoir isoler. Donc justement, voilà, il y a très souvent, on va dire, une unification pour justement bloquer ces attaquants. Alors c'est très louable, c'est vrai que ça arrive, ben, ça arrive régulièrement. Ce sont des initiatives assez louables. Après, il faut bien se rendre compte que ça nuit énormément à la fongibilité des tokens en question. Et finalement, dans cette notion de fongibilité, il n'y a pas vraiment de facteur moral qui devrait intervenir. C'est-à-dire qu'on le veuille ou non, pour qu'une entité monétaire soit fongible, il faut vraiment que tous les tokens, enfin que tous les coins, que toutes les pièces soient identiques. Et c'est malheureusement là, avec toutes ces affaires de piratage, on en arrive à des systèmes où on aura des coins qui seront sales, des coins qui seront plus purs que d'autres, etc. Et à terme, ça posera des problèmes. Après, évidemment, on n'a pas du tout envie que les scammers s'enfuient avec l'argent. Donc, pour l'instant, les acteurs d'écosystème utilisent les méthodes qu'ils ont à disposition. Sur EOS, voilà, il y a cette méthode de gel des comptes. Après, sur d'autres cryptos, effectivement, c'est souvent cette interface entre fiat money et c'est à ce niveau-là qu'on essaie vraiment de les bloquer. Faire ce filtre. Ok. Bon, mais très très clair. Donc j'espère que c'est aussi clair pour vous, EOS, le modèle de gouvernance avec les 21 producteurs, super producteurs de blocs. Si jamais vous avez encore des questions, écoutez, surtout, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si jamais vous voulez aider FranceEOS pour que justement ils deviennent parmi ces 21 super producteurs de blocs, écoutez pour nous. N'hésitez pas. N'hésitez pas à aller faire un tour sur franceos.fr. Et voilà. N'hésitez pas à poster vos commentaires, j'y répondrai. À mettre un like sur la vidéo, évidemment. Voilà, likez la vidéo. À vous abonner à la chaîne d'Alex Julien. À vous abonner. Et de toute façon, moi je vous dis de toute façon à très très vite pour d'autres vidéos. Allez, merci. Salut.